poème inaugural. Cher est un agent du monument de la Renaissance africaine. Il vient de parler. Quand je l'entends, je pense un peu au Festival mondial des arts nègres, quand le président de la République du Sénégal a fait venir le balafon de Smaoro, ici, n'est-ce pas? Et ce balafon est tenu par une famille qui est en Guinée. Et celui qui a joué le balafon est un homme magnifique. Il a joué devant une assistance séduite. Et puis après, comme on le fait chez nous, les gens ont voulu lui donner de l'argent. Parce qu'il a interprété cette musique, il a joué sur ce balafon, il a joué ce balafon. Et puis, on arrête les gens qui devaient venir lui donner de l'argent. C'est une faute. Nous direz-vous, mais enfin, pourquoi, avant qu'il ne donne de l'argent, quelqu'un est venu le présenter, lui, celui qui joue le balafon. Il dit, celui qui joue ce balafon-là, il est griot. Il est descendant de la famille des griots qui ont la responsabilité de ce balafon. Il est tenu de jouer, surtout en un moment aussi solennel. Mais ce jour de balafon est le procureur de la République de Guinée. Ouais. Oui, et les rapports changent tout de suite. Vous ne voyez plus là une confusion de genre. Mais j'ai trouvé très grand, très beau que dans une assistance où on n'attend point de telles réactions, on se rappelle encore qu'on a nos traditions et nos cultures et qu'on les accepte. Et mieux encore, on les encourage. C'est un peu le cas de Cheikh Mbaye que vous venez d'entendre, qui est griot, mais qui est un agent du monument de la Renaissance africaine et qui joue un rôle exemplaire avec Adama qui est à ses côtés, là-bas, Daouda aussi, et bien d'autres qui sont venus de ce monument-là prendre part à cette activité. Il s'agit d'un cours, mais un cours assez spécial, un cours inaugural, spécial parce que je porte une casquette, ce qui n'est pas le cas quand je fais un cours, spécial aussi parce que je suis assis. Et d'habitude, je fais mon cours debout. Également spécial parce qu'il y a tous ces micros-là et ces caméras qui sont un regard autre, qui prolongent la parole et qui la portent bien plus loin que la salle de classe. Et spécial aussi parce que nous sommes au théâtre, au Grand Théâtre National de mon ami Ansouman, qui a bien voulu nous accueillir. Il l'a dit tout à l'heure, Ansouman, nous avons un petit problème. Hein? Je dis à chaque fois que je viens ici pour me faire pardonner, je lui dois du poisson. Je dois du poisson que je devais ramener, comme Ménélique l'a faire des kilomètres et des kilomètres pour ramener ce poisson. Je ne suis pas arrivé. Quand il m'a suggéré tout à l'heure, j'ai dit non, mais on parle de Tamkharit, on ne parle pas de poisson. À Tamkharit, on parle d'autre chose. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Bien, chez le directeur du livre et de la lecture, représentant M. le ministre de la Culture et du patrimoine historique, M. Fodé, initiateur de ce festival international de littérature de Dakar, M. le directeur général du Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose, M. le président de l'Association des écrivains du Sénégal, M. le président du PEN, Madame Rémi Otova, M. l'ambassadeur de Guinée, M. l'ambassadeur du Congo. Quand je parle de l'ambassadeur du Congo, il est assis là, tranquillement, parmi tout le monde. On oublie souvent que Jean-Luc Akayevi est un écrivain, un professeur de philosophie, un brillant professeur de philosophie, un docteur d'État.
et qu'il vient de publier un pavé énorme comme ça sur l'esthétique. Il faudrait qu'on le salue comme c'est l'ambassadeur de Guinée, et comme Rémi Yotova, délégué de l'OIF à l'enseignement du français, dont les bureaux sont maintenant à Dakar, et qui est poétesse. Pape l'a dit tout à l'heure. Et dans ce numéro de Francophonie du Monde, il y a un bel article sur son livre, son recueil de poèmes, un recueil qui a été présenté ici au Musée des Civilisations Noires et que j'ai eu l'honneur de présenter. Mon article est dans ce numéro. Merci, Rémi. Je voudrais saluer tous nos amis qui viennent de si loin, comme Ménélique qui est le porte-parole, tous les auteurs, tous grands, éminents, qui sont venus de très loin, mais également les Sénégalais, auteurs et écrivains sénégalais, les responsables du livre et de la lecture, tous ici, qui soient auteurs, éditeurs, distributeurs, les élèves, qui sont, disons, la cible que je préfère quand il s'agit de faire un cours, et les étudiants, qui sont un peu ceux à qui on doit transmettre. Parce qu'on parle de patrimoine, mais le patrimoine, on le transmet. Je voudrais vous saluer tous, en vos noms, grades et qualités, et ajouter ma famille qui est là, et la presse, et dire que je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui, ici, pour dire le mot d'ouverture et l'appel au cours. Pour moi, c'est une manière d'échanger avec vous sur un sujet qui va être traité longuement dans les 4 prochains jours. Le Festival international de littérature de Dakar m'a fait l'honneur de m'inviter à prononcer cette leçon inaugurale dans le cadre de la 2e édition de cet événement important, un événement culturel qui, né seulement l'année dernière, s'est aussitôt imposé comme un moment particulièrement fort du calendrier culturel du Sénégal et de l'Afrique. À côté du salon d'Abidjan, à côté d'autres salons du Caire, à côté du salon d'Alger, de Rabat, à côté du salon de Paris, de Francfort, de Genève, à côté de tous ces salons et de la Foire internationale du livre de Dakar et des salons nationaux du Sénégal, nous avons aussi cette Philide, ce Philide. C'est avec un immense plaisir, bien entendu, que j'ai accepté d'assumer cet agréable devoir. C'est pour moi un devoir de répondre à cette invitation pour des raisons que vous devinez, mais surtout pour des raisons liées aux relations particulières que j'entretiens avec l'initiateur du Philide, mon frère et ami Abdoulaye Fodé Ndione. Fodé est un poète, romancier, éditeur. Nous l'appelons affectueusement Fodé, au lieu d'Abdoulaye Fodé. Il est un homme de conviction, engagé corps et âme, un vrai militant pour la cause de la littérature et plus généralement pour les livres et la lecture. Mais comme vous le savez, vous l'avez entendu tout à l'heure, Fodé n'a pas fait que me confier la lourde tâche de prendre la parole devant une prestigieuse assistance, une si prestigieuse assistance, composée de femmes et d'hommes de la plume et du verbe, héros sublimés qui hantent la proximité des muses et qui, des dieux, je n'ai pas dit de dieux, j'ai dit des dieux, pour ne rien profaner, ni commettre quelques sacrilèges. Je dis les dieux. Je pense aux dieux Sérère, aux dieux Toucouleur, aux dieux Bambara, aux dieux Lébou, aux dieux. Ils sont nombreux chez nous. Et au Pangol, Sérère, dont le roi, justement, s'appelle Lagandong, roi des Pangols qui règne sur tous les peuples de l'eau, d'une manière générale, et juste y compris les peuples très éloignés là-bas,
en Afrique centrale et équatoriale. Et bien donc, tous ces écrivains qui, des dieux, et non pas deux dieux, se prétendent, non sans raison, les émules légitimes et sérieux. Fodé et son équipe, pour moi, ont fait plus en créant ce prix du roman sénégalais auquel ils ont bien voulu donner mon nom. Et je me pose la question, qu'ai-je donc fait de si grave? Entendez le mot grave au sens de important, sérieux. Qu'ai-je donc fait de si grave pour mériter tant d'honneur auprès de deux personnalités que je considère comme des icônes de la littérature africaine? Annette Mbaye d'Erneville, Tata Annette, la lionne du Saloum, de Sokone principalement, mais aussi de Ngatch, et Cheikh Hamidou Kane, ce toucouleur qui, du pays des Dialobé, a ravi définitivement tous les Sérères. Donc les Sérères sont unanimes à lui accorder une place à côté du roi, pour ne pas dire qu'on en fait le roi. Pour cette double culpabilité dont je suis accusé, et j'ai dit du fond du cœur merci. Merci aux Philides, merci à Abdoulaye Fodé Ndione, merci parce qu'au fond, il s'agit, et nous en sommes tous conscients, il s'agit d'une grosse affaire. Il s'agit de la littérature. Bon, comme le disait le grand professeur de littérature, un grand professeur de littérature, la littérature donne vie à la littérature comme une résurrection de la vie intégrale. Je reviendrai sans doute sur cela. Elle donne vie à la littérature comme une résurrection de la vie intégrale. L'expression résurrection de la vie intégrale, qu'on peut aisément adopter comme un slogan de campagne, nous sommes à la veille des élections chez nous, on pourrait suggérer ça à un de nos candidats, il y en avait un de culture, qu'il y ait comme projet la résurrection de la vie intégrale. Tous les auteurs y seraient, et on aurait un gouvernement d'hommes de culture, un gouvernement d'écrivains, d'artistes, de danseurs, et des personnes qui comprennent bien ce que mettre un pas devant l'autre signifie, ce qu'est la vie. Cette expression est riche de promesses, comme celle que porte le patrimoine. Un patrimoine qui est un des axes majeurs de notre présente fête du livre. Je voudrais ici ouvrir une petite fenêtre pour dire que le livre, par essence, contient toujours une idée de fête. Mais il faut y entrer. Et alors, comme dans un carnaval, un monde bigarré défile, qui nous réjouit et nous interroge. Je pense par ailleurs à ces joutes poétiques en pays sérère, les Kim Diom, où la jeunesse rivalisait de force et d'intelligence, mais surtout, tout est lié, la jeunesse rivalisée de créativité. J'évoque ce sujet pour avoir un regard en direction d'un de nos amis qui nous a quittés, Raphaël Ndiaye, qui, salut durant, s'est investi à étudier et à écrire sur le patrimoine, en chercheur, mais surtout en poète et en artiste musicien. Une sorte de synthèse, Raphaël, de ce que nous sommes en train de dire et de faire aujourd'hui. Et qui nous rappelait l'intime lien qui fait se tenir les disciplines, pour dire l'harmonie de la création. Je voulais qu'on pense ensemble à Raphaël, qui est parti il y a 6 mois, et à tous ceux qui nous ont quittés, qui étaient des hommes de lettres, des femmes de lettres, qui étaient des artistes,
quelques-uns étaient avec nous l'année dernière ici. Qu'ils reposent en paix. Il m'est demandé, pour servir de prétexte à l'ouverture du FELID 2, de réfléchir avec vous, à haute voix, sur le thème du festival Patrimoine littéraire et écriture contemporaine. Mais ce thème devant être débattu en long et en large pendant ces 4 prochains jours de fête par des spécialistes reconnus, je peux me permettre, avec votre permission, de le survoler et donc de procéder à une sorte de divagation, une manière de tâtonnement réfléchi qui permettent d'amasser une série de bouts de bois et de constituer ainsi, à l'image de Birago Diop et de Bachir Diagne, un fagot de mémoire et d'espérance pour le foyer ardent de nos tablettes, nos allois, comme on dit dans les daras, c'est-à-dire nos pages de livres. C'est du reste une des leçons de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, pièce essentielle de notre mémoire, pièce essentielle de notre patrimoine. Et qu'entendons-nous? Entendons-nous avant tout sur les mots, sur le ou les sens qu'ils recouvrent. Et d'abord, quid du patrimoine? Si on veut faire simple, disons que ce sont les biens de famille, biens hérités des parents, biens hérités du pater, le père, entendu dans les sociétés patriarcales comme le maître, l'élément pivot référentiel, détenteur des biens qu'il peut ou non léguer à ses enfants, léguer à sa famille. De pater, mot latin, signifie père, est dérivé patrimonium, patrimoine, héritage du père. Mais ce mot pater, il est tellement puissant et envahissant dans la civilisation française et qu'il définit aussi la patrie qui, du coup, entre dans le patrimoine. Sans doute y entre-t-il comme la donnée fondamentale. Et vous voyez ce que ce mot est devenu, patrie, partout. Chez nos amis burkinabés, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ailleurs aussi, nous avons une relation forte avec cela. Le patrimoine, ce sont donc les biens qu'on tient par héritage de ses parents. C'est la définition simple du Larousse. Et logiquement, si nous considérons la série ininterrompue des héritages successifs, le patrimoine est une propriété transmise par les ancêtres. De la famille, au sens strict, nous passons au groupe, à la communauté, à la collectivité, reconnaissant ainsi le patrimoine comme un héritage commun. Et j'insiste sur le mot commun. Il peut être de diverses natures, englobant culture, histoire, langue, système de valeurs, sites, monuments, œuvres artistiques, œuvres littéraires, bien entendu, diverses expressions qui identifient au total, donc, un ensemble capital, de capital matériel et immatériel. On verra que dans la littérature, nous avons aussi les deux, le matériel et l'immatériel. Au-delà des personnes, au-delà des groupes et autres collectivités, le patrimoine se mesure à l'échelle de l'humanité. Et l'UNESCO travaille à identifier, à valoriser et conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, dont liste est dressée et qui est régulièrement enrichie et, hélas, parfois délestée de quelques-uns de nous. Sur ces listes figurent les héritages du passé existants aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui et qui sont jugés dignes d'être conservés en l'état pour l'avenir dans une société. Je répète,
sont des héritages du passé existant aujourd'hui, dont nous profitons aujourd'hui et jugés dignes d'être conservés en l'état pour l'avenir dans une société. Amady Bokoum, le professeur Amady Bokoum, qui est le directeur général du musée, et m'a rappelé aux élèves et étudiants qui passent au musée que le patrimoine, simplement, c'est ce qui mérite d'être transmis. Ce qui mérite d'être transmis. Autrement dit, de tout ce que nous avons, tout n'est pas à transmettre. Il y a un choix à faire, une sélection à faire, il y a un tri à opérer, et c'est ce qui mérite vraiment d'être transmis qui entre dans le patrimoine. Pour les écrivains, pour les artistes et pour les chercheurs animés par ce que j'appelle la chaleur froide, en utilisant cet oxymore, les chercheurs animés par la chaleur froide de la science, eh bien, le patrimoine est un terreau inépuisable qui, comme je l'ai dit plus haut, aide à penser et à construire l'avenir. C'est une source irremplaçable de vie et d'inspiration. Et les œuvres littéraires entrent dans le patrimoine, et les œuvres littéraires enrichissent le patrimoine, prouvant ainsi qu'ici, comme dans d'autres domaines, le patrimoine est vivant, qu'il est en perpétuelle constitution. Quand on parle de patrimoine, les gens pensent toujours à quelque chose de passé. Ils oublient que tous les jours, nous construisons le patrimoine. Que ceux qui vivent participent à faire le patrimoine, à lui donner forme, à lui donner contenu. Et comme Hassan Sek disait, quand Senghor est parti, que les militants d'aujourd'hui sont les barons de demain, parce qu'on reprochait aux barons, on leur demandait de quitter la scène. Eh bien, il dit dans un bel article que les militants d'aujourd'hui sont les barons de demain. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, qui va entrer là-dedans, nécessairement. Il est en perpétuelle constitution. Il est si vaste, ce patrimoine littéraire sénégalais et africain, remontant aussi loin que le langage et l'écriture. Oui. Si notre communication avait un souci d'exhaustivité, elle aurait interrogé notre littérature traditionnelle, les contes, les légendes, les mythes, les autres genres qui ne sont pas dans le catalogue de la littérature française, le bac, le tak, le kasak, le tassou, et tous ces genres qui sont dans notre patrimoine, le khakal, oui, etc. J'ai à côté de moi un spécialiste de ces. C'est un bon souffleur, comme on faisait au théâtre. Oui, on aurait interrogé ces autres genres. On aurait interrogé la littérature en langue nationale, la littérature en français, en arabe et en anglais, et les autres langues d'emprunt. La littérature moderne, sous toutes ses facettes, telles que nous l'offre le numérique et le digital. Tout cela entre dans la constitution du patrimoine. Aujourd'hui, on est en train de le constituer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on observe notre jeunesse d'aujourd'hui, qui sont constitués en fait d'une jeunesse très moderne, accrochée au numérique et au digital, eh bien, et quand on les entend faire leur slam, on se rend bien compte qu'ils sont porteurs d'un patrimoine, qui est le patrimoine culturel, mais qui est dans leur ADN quasiment. Je m'arrêterai aussi, si vous le voulez bien, pour qu'on s'entende sur la notion de contemporain. Rassurez-vous, je ne vais pas me hasarder sur les notions souvent ambiguës et ésotériques d'anciens, de modernes et de contemporains. Je resterai à hauteur de Sérère. Hauteur de Sérère, c'est-à-dire un peu au-dessus des Peuls et des Diola,
un peu au-dessus de mes deux lagatons, Ndiaye et Koli, bien connus sur la place de Dakar, gardiens incorrigibles de notre patrimoine de parenté plaisante. À leur auteur donc, juste pour rappeler quelques précisions de sens. J'ai interrogé pour le mot contemporain, bien entendu, le Robert, dictionnaire cher à Léopold Sédar Senghor. On ne sait pas dire pourquoi Senghor aimait tant le Robert. Il ne prenait pas toujours le Larousse, qui est le dictionnaire officiel de l'Académie française. Senghor prenait le Robert. Eh bien, le Robert nous dit de contemporain deux choses. Et ce qui est de la même époque que contemporain. Oui, on le sait. Que Lat Dior est contemporain de Maba Diakhou. On peut parler également des contemporains de Khali Amar Fall ou de Béhan. Mais contemporain signifie fondamentalement pour aujourd'hui ce qui appartient au temps actuel. Au temps actuel. À ce moment-là, il n'a pas de déterminant, comme on dit les grammairiens. Il n'a pas un complément. Il est contemporain. Il est du temps actuel. On parle de l'art contemporain. Je crois que les travaux de Jean-Luc Akayevi ont beaucoup, s'inspirant bien entendu des traditions artistiques de l'Afrique, interrogé aussi l'art africain contemporain parce qu'il s'est investi sur Picasso et l'art africain. On peut penser, pour cet adjectif sans détermination, à la Biennale de Dakar, la Biennale de l'art africain contemporain. Nous retiendrons, parce que tel me semble être le projet de ce festival, nous retiendrons le deuxième sens, celui de temps actuel. Mais quelqu'un a dit que la littérature contemporaine, c'est celle de notre siècle. Bien, on peut penser comme ça. Mais nous-mêmes qui sommes ici, pour la plupart, nous ne sommes pas de notre siècle. Nous appartenons à deux siècles. Alors, peut-on définir une littérature comme celle du siècle? C'est compliqué. Nous appartenons à deux siècles. Un homme de 60 ans qui écrit depuis 30 ans et qui continue d'écrire 23 ans après que le XXe siècle s'est perdu dans le siècle et le millénaire nouveau, eh bien celui-là, la littérature contemporaine, c'est pas celle du siècle. Aussi devrait-on retenir la littérature de notre époque. Mais là aussi, on est dans une ambiguïté. Mais notre époque, elle passe si vite aujourd'hui, les époques. Passent si vite. À peine a-t-on... Les époques passent au rythme du téléphone portable, du numérique. Et on peut penser, quelqu'un qui est plus jeune de vous, plus âgé, plus jeune que vous de 5 ans, 10 ans, vous considère comme un ringard, complètement dépassé. Vous appartenez à un monde totalement nouveau, différent en tout cas de lui. Aussi devrait-on retenir donc notre époque, sachant qu'au XXe siècle, le passage au XXIe siècle n'a pas que produit la frayeur pour un bouc terrible, annoncé à l'époque en 2000 comme une sorte de fin du monde. Eh bien, ce XXe siècle a aussi enfanté une autre humanité, une sorte d'humanité nouvelle, non encore d'ailleurs suffisamment identifiée en si peu de temps, en une vingtaine d'années. Les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui en sont une explication, en tout cas une histoire. Il y a comme un désemparé face à tous ces mouvements que la Covid est venue amplifier, réorganiser, créant dans le psychisme des uns et des autres quelque chose de singulier. Voilà ce qu'est donc notre contemporanéité. Et l'on continue de s'interroger. Pour aboutir avec le professeur Antoine Compagnon à l'idée que la littérature
pourrait être le salut. Partageons un peu la réflexion de Antoine Compagnon. Quelle valeur peut avoir la littérature dans la société contemporaine? Quelle utilité? Doit-elle être maintenue, par exemple, à l'école et dans le monde? Une réflexion sur l'usage et sur le pouvoir de la littérature est urgente. Le Philide a bien raison de réfléchir sur cela. Ma confiance, écrit Italo Calvino, dans l'avenir de la littérature, repose sur le savoir qu'il y a des choses que seule la littérature peut nous donner par des moyens qui lui sont propres. L'art ne peut pas le faire, la musique ne peut pas le faire, la technologie ne peut pas le faire, etc., etc. Le professeur Madior Diouf, d'ailleurs, le disait avec beaucoup d'images, considérant que c'est à travers la littérature seulement qu'on peut s'adonner à une activité très très sérieuse en restant couché dans son canapé. Et il avait raison. Il a raison. On a rappelé quelques grands usages historiques de la littérature. Elle sert à instruire, elle sert à plaire, à unifier l'expérience du monde, à réparer l'inadéquation du langage. On y a réfléchi avant de réfléchir à l'actualité de son rôle humaniste d'initiation morale. D'autres représentations, bien entendu, la concurrence dans cette mission. Il n'est toutefois pas besoin de la réclamer pour elle seule. La littérature n'a pas besoin qu'on dise qu'elle seule peut. Les biographes nous font eux aussi vivre la vie des autres. Les films contribuent, comme les romans, à notre formation au récit de vie. La littérature reste cependant plus forte pour jouer sur l'imagination, sur les imaginaires, les émotions, les croyances et l'action, en particulier dans la solitude, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la solitude prolongée de la lecture. Est-ce qu'elle est irremplaçable? Eh bien oui et non. Elle a des rivaux dans tous ses pouvoirs traditionnels, elle n'est pas unique, elle ne détient plus de monopole sur rien, mais ses pouvoirs sont intacts. Elle peut donc être embrassée, sans état d'âme, dans le va-et-vient toujours provisoire de la lecture. Elle demeure le lieu par excellence de l'apprentissage de soi, découverte non d'une identité, mais d'un devenir lui-même toujours provisoire. C'est elle qui nous dit, c'est la littérature qui nous dit, deviens qui tu es. Devenir qui nous sommes. Cette phrase, qui est une forme d'injonction, un impératif, résume à mon sens le sujet de nos réflexions. Elle est grosse de toute la problématique. La littérature nous y aide toujours. Ai-je besoin de revenir sur la périodisation qui a marqué l'évolution de la littérature africaine? On la connaît depuis le 19e siècle, depuis Batouala, depuis les Trois Volontés de Malik, jusqu'aux écritures d'aujourd'hui. Toute la partie pré-indépendance, ce qui s'est passé au début des indépendances, l'engagement pour construire l'Afrique à chaque fois, et les sociétés d'aujourd'hui, depuis le bug de l'an 2000, nous connaissons cette périodisation. Ce que nous percevons là-dedans, c'est une thématique singulière, nouvelle, avec quelques éléments de fond comme l'amour, toujours permanent. Mais enfin, une littérature qui colle avec les exigences de son époque et de son temps. Devenir qui nous sommes. Ai-je besoin de revenir sur cette périodisation, sur son ancrage dans ces époques successives, sur l'évolution de ces dires et des manières renouvelées de les dire? Oui, les manières de les dire. C'est ça aussi, c'est peut-être ça d'abord, l'écriture. Quand on dit la même chose, la manière de le dire change le contenu et la forme de ce que l'on dit. C'est très important. Et c'est là qu'on reconnaît les grands écrivains. Je soufflais tout à l'heure à l'oreille du lecteur du livre, quand j'ai entendu la liste des nominés, que ça va être très chaud. C'est très compliqué de régler la question de ces 3 nominés pour chacun des prix. Je les ai lus, tous. Je les ai lus. Et j'ai pitié des membres du jury. Ils vont avoir de la peine
parce que chacun de ces auteurs a dit de belles choses, mais chacun de ces auteurs a une personnalité particulière qui permet de dire les choses à sa manière, à sa façon. Et c'est ça qui fait la qualité de l'écriture. Et j'ai besoin de rappeler que cette littérature en langue européenne doit à la culture et au patrimoine inné à chacun de nous, des auteurs, qui, nolens volens, ne peuvent dire que ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. Mes regrets, parce que j'en ai, sont plutôt portés sur tous les Mozart assassinés, tous les Yannick Doucen ignorés, toutes ces victimes raisonnables, pour reprendre le mot de Éluard. Vous connaissez ce poème de Éluard, quand cette professeure est tombée amoureuse de son élève et que, portée par la foule et les récriminations de la morale, elle s'est suicidée. Eh bien, Pompidou, qui était président de la République française, a dit ce poème de Éluard, parce qu'il s'est attristé sur le sort de cette professeure. Il a dit, ces vers d'Éluard, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable à la robe déchirée, découronnée, défigurée. Une fille faite pour être aimée et couverte du noir crachat des ténèbres. Et Pompidou a récité ces vers-là, que la presse a repris, bien entendu, tout le monde n'avait pas connu Éluard. Et c'est dire que chez nous, il y a comme cette femme qui porte le regret de toutes les victimes. Nous avons beaucoup de Mozart et de Yannick Oudou assassinés, parce que simplement, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils peuvent s'exprimer que dans leur langue, en langue africaine, en langue nationale, mais ces langues n'ont pas toujours apporté ce qu'ils souhaiteraient. Nous savons que c'est encore une gageure qui fait d'une histoire qu'on ne peut effacer. Les langues africaines sont à côté de la langue française. Le français, dans beaucoup de pays, continue à nous donner de grands écrivains, de grands auteurs qui donnent de très belles œuvres et qui remportent de grands prix. Au congrès de la langue française, Abdou Diouf venait d'être élu à l'OIF. Ça s'est tenu à Libreville. Et puis il y avait un très bel exposé qui démontrait que le français, l'anglais, le portugais étaient devenus des langues africaines. Ils n'ont pas tort à dire vrai. Elles sont porteuses également de l'énergie du conquérant, ces langues-là. Mais les gens se battent. Ils se battent pour les langues africaines. Les armes affûtées des militants, écrivains, éditeurs qui ont la chance de pouvoir se mouvoir dans le délai de cette variante et bien salutaire entreprise. Je peux même dire que, à côté de Lamine Baye qui est là, de Thierno Seydou Nourou, de Boris et d'autres, pour le Sénégal, il y en a dans d'autres pays. Il y a des très jeunes écrivains, je dis bien de très jeunes, mais qui sont brillants, auteurs en langue française. J'en connais un qui, depuis quelques mois, eh bien, s'est mis à apprendre le Wolof pour l'écrire et pour écrire en Wolof. Je vous garantis qu'il va y arriver sous peu. Par exemple, c'est même que ces jeunes, certains parmi ceux que l'on souffre le moins dans cette démarche, ils sont retournés à l'école pour rendre de leur vente la pensée et les idées qu'ils ont digérées. C'est là que l'on mesure l'avantage énorme de la traduction, cette langue universelle, qui permet de donner à lire tous les classiques d'ici et d'ailleurs. Je reviendrai sur le mot classique. Les sujets de la littérature varient selon les époques et les publics, selon les auteurs dans tous les pays du monde. Il y va des écrits, en effet, comme de la vie qui nous tient, mais que nous avons le devoir de tenir, pour offrir à chaque fois du nouveau. Je n'ose pas dire, comme le poète français, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, mais je dirais oui, au fond de l'inconnu. Il faut qu'on aille au fond de l'inconnu
justement pour trouver du nouveau. Nous, presse, dans cette entreprise, et les auteurs en sont conscients, le lourd héritage des aînés. Les aînés ont bien travaillé, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup laissé. Et cet héritage est lourd, tellement lourd qu'il y a des épigones de ces aînés qui n'arrivent pas à se départir de ce que ces aînés-là ont écrit. Je suis toujours un peu perturbé quand les gens, les auteurs d'aujourd'hui, continuent encore à développer des thématiques de Senghor, de Césaire, etc., oubliant qu'ils sont quand même dans un monde assez différent. Ils ont beaucoup et bien écrit. Et ce sont eux que l'école connaît et enseigne, malheureusement, laissant en rade une riche production qui, ces dernières années, parle à notre époque, parle à notre siècle, parle à notre millénaire. Nous presse également les impératifs de l'heure, les questions de la démographie, de l'environnement, de l'emploi des jeunes, de l'immigration clandestine, de l'autorité, de la communication, des réseaux sociaux, les questions politiques, économiques, les questions d'éducation, de santé, de religion, et plus préoccupant que tout, les questions de terrorisme et de sécurité. Ces questions qui traversent le monde et qui préoccupent l'Afrique sont dans nos œuvres et elles vont y être davantage, au regard de l'engagement extraordinaire de tous ceux qui pensent avoir quelque chose à donner. Il faut juste que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste que ce soit de la littérature, c'est-à-dire une belle œuvre, dans sa structure et dans sa langue. La langue, et comme disait Diderot, est l'organe qui porte le texte. Mais également dans l'édition. Justement dans l'édition, apparaissent des formes nouvelles qu'inspirent le numérique et le digital, et qui souvent se meuvent dans une totale liberté, privilégiant des canaux et des formes qui départent avec ce qu'enseignent les belles lettres. Car il faut bien que les belles lettres ne se nient pas dans la facilité et dans l'informel. Je le dis en tenant compte du besoin de lecture qui n'est jamais démenti chez les jeunes, chez les enfants, et de la volonté irrépressible de satisfaire un public toujours accroché au téléphone, le téléphone qui, vous savez, depuis quelques années, est devenu bien plus qu'un téléphone. Je ne sais pas depuis quand on l'appelle toujours téléphone. Il faudrait qu'on change le nom, parce que ça n'est plus vraiment un téléphone. Hein? N'est-ce pas? Parce que ici, bien, c'est pas vraiment un téléphone. Il fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas le téléphone. Ce besoin de lecture existe, il faut le satisfaire. J'évoquais l'écriture dans les nouvelles technologies. Cette écriture qui est directe, qui est aussi très dangereuse, j'en dirai un mot tout de suite. J'ai évoqué des sujets qui préoccupent. Ceux qui, comme ceux qui sont ici, sont férus de littérature, voient combien l'actualité habite les publications. L'extrémisme violent, il occupe une place importante. Une dizaine de nos écrivains africains ont écrit sur l'extrémisme violent, soit comme sujet principal, soit comme sujet implicite. La situation de la femme aussi, c'est assez bizarre d'ailleurs. J'ai vu que cette année, un peu la fin de l'année dernière, 4 romans sénégalais portent sur les questions de femmes. 4, dont un écrit par un Sénégalais qui n'est pas jeune, qui écrivait en langue nationale et qui, pour parler de la femme, a écrit en France. Et ces écrivains, 3 jeunes femmes et un monsieur qui ont écrit sur la femme. Il y en a une qui est là, d'ailleurs, qui a écrit des nouvelles un peu extraordinaires. Eh bien, ces auteurs donnent la parole directement à la femme. Un peu comme cela se fait dans les podcasts, dont je parlerai rapidement tout à l'heure. Ces dernières années, donc, il y a au moins 4 auteurs, dont un homme
qui ont donné la parole aux femmes, comme l'avait fait Awadia. Vous connaissez bien Awadia Cham, Parole aux femmes, qui est un des premiers livres écrits par des femmes de chez nous. Sans compter les nombreux podcasts qui prennent la forme d'un grand forum où l'on se lâche littéralement et où le propos est saisi quasi instantanément. Ici, l'écriture est libre. Et parce qu'elle est libre, elle est dangereuse. Il faut arriver à la garrotter. Il faut arriver à la contrôler. Il faut arriver à aider pour qu'elle soit de la bonne littérature et que les consommateurs ne tombent pas non plus dans cette sorte de populisme littéraire qui peut être extrêmement grave. Le souffle chaud des vendeurs d'illusions par djihad interposé a amené nos amis mauritaniens ici présents, je ne fais pas de la publicité pour eux, mais je suis obligé de le dire, a amené nos amis de la Mauritanie, la faculté des lettres et de l'université de Nouakchott, a proposé pour l'année prochaine un grand colloque international sur le thème l'extrémisme violent dans la littérature contemporaine, représentation, discours alternatif. Il me plaît ici de citer un passage de l'argumentaire qui participe de nos idées communes. La littérature, disent-ils, du monde et du Sahel en particulier, ne pouvait éluder un sujet aussi prégnant, bien au contraire. De nombreux romans et autres recueils de poésie traitent la thématique du terrorisme ou de l'obédience islamiste ou nationaliste, ainsi que de ses incidences tant sur les détails des communautés que sur les individus eux-mêmes. Et ce sujet, il faut le traiter. On le traite d'ailleurs malgré tout, on n'a pas le choix. Il ne s'agit pas de donner des injonctions aux écrivains pour dire engagez-vous et faites ceci, ça ne se fait pas chez les écrivains, mais on voit bien que la question est tellement importante que des sujets comme ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui se passe aussi un peu en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et qui porte un nom terrible que je n'ose pas prononcer, eh bien, mérite qu'on en parle et qu'on attire l'attention des uns et des autres sur les dangers. Je suis long, je voudrais, avec votre permission, abrégée, pour dire 3 convictions qui m'animent. La première est liée à l'actualité au Sénégal. Il y a quelques semaines, des gens ont brûlé l'université, les facultés, les livres, les archives. J'ai trouvé ça extrêmement grave. Et l'indignation qui s'en est suivie, à mon avis, n'est pas à la hauteur du désastre. Le Philippe, qui réunit ici des hommes de lettres, est l'occasion de rappeler l'éminente dignité du savoir, l'éminente dignité du patrimoine, du livre et des archives. Et j'en suis, je le dis avec d'autant de force, que Sembène Ousmane et Cheikh Anta Diop auraient eu 100 ans cette année. Ils sont nés tous les deux en 1923. L'un en janvier et l'autre en décembre. Ils ont encadré cette année-là. C'est dommage qu'à l'année de centenaire, on brûle les livres et qu'on attaque l'université où la lumière et la loi. Ma deuxième conviction, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la littérature donne vie à la littérature comme une résurrection de la vie intégrale, à la manière de l'histoire de Michelet que vous connaissez bien. Elle est une totalité qui se déploie, profonde et prenante, avec en soi les imaginaires, tous les imaginaires qui caractérisent l'être humain et qui contribuent à construire sa personnalité et par conséquent son être au monde et son devenir. Cet imaginaire est dans notre patrimoine. Il est dans le patrimoine. Il faut aussi adapter, il faut s'en accommoder, il faut le convertir en élément digestif. Ma troisième et dernière conviction, qui est une manière de provoquer les participants au colloque,
c'est que toute vraie littérature est classique. Toute vraie littérature est classique. Et je l'emploie dans le sens de Toto, qui avait des vérités folles, que j'ai en français comme quelqu'un qui le comprenait, il comprenait tout, c'est comme beaucoup chez nous. Toute littérature est classique. On demandait à Toto c'est quoi un livre classique. Il répond c'est un livre qu'on enseigne en classe. Il n'a pas tort. C'est vrai. Mais toute littérature est classique. En tout cas destinée à être quelque chose qui reste et à quoi on se réfère. Mais j'emploie le mot classique au sens d'impur, de complexe, de profonde, de vital, d'intégrale, d'ouverte, mais aussi d'international, de cosmopolite. Je partage cette idée avec Antoine Compagnon que j'ai évoqué au début de mon propos, parce qu'en fait, il s'agit d'écrire et de signer son livre. La signature porte, et la signature permet que cela reste. Et le livre est appelé à durer le temps de l'éternité. On rappelle chez nous que le temps de l'éternité, ce n'est pas un temps que l'on compte en minutes, ou en heures, ou en secondes, ni même en jours, ou en semaines, ou en mois. Ça n'a pas de sens quand on parle d'éternité. C'est le temps infini, qui n'a pas besoin de se mesurer. C'est le temps qui est temps, et c'est tout. Ce matin, j'ai terminé par là. Je disais que j'allais parler de mes deux états-gatons, Amadou Ndiaye et Ali Boukou. Remarquez que ce sont les deux seuls que je cite. Je n'ai pas cité des écrivains en général, pour ne pas faire de jaloux. Mais je vais citer les Lagatons. Amadou Ndiaye, la version du livre, un gourmand incorrigible, qui ce matin m'a appris que la Tamkharit c'est demain. Nous autres Sérères, on ne s'occupe pas de ça. Mais il m'a appris que la Tamkharit c'est demain. Et pour tous ceux qui ne sont pas sénégalais, qui sont là, la Tamkharit, c'est le seul jour où tous les Sénégalais, quasiment, se régalent de couscous. Se régalent de couscous. Le couscous devient le kéré de chez nous, à base de mil, dont les grains varient et se raffinent quand on part du nord et qu'on descend vers le centre et le sud. Eh bien, ce kéré-là, qui n'est pas encore inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne sais pas pourquoi, c'est le Thiéboudjen qu'ils ont mis, le Thiéboudjen qui n'est pas très vieux au Sénégal. Hein? Même si c'est le plan national, nos héros nationaux ne connaissent pas le Thiéboudjen, par exemple. Ils connaissent tous le kéré. Eh bien, demain soir, vous qui êtes là, et qui venez de loin, vous allez, Amadou Ndiaye vous le rappelle, c'est demain que vous allez manger le kéré. Un couscous à la sauce onctueuse, à la viande tendre, de mouton, de bœuf, de poulet. Il est arrosé de lait frais. Je ne sais pas à quel moment du repas on le fait d'ailleurs, mais enfin il est arrosé de lait. Et mon autre Lagaton, après celui-là qui m'a annoncé la fête de demain, Adibou Koli, qui est là, je crois, il a fait sa provision de lait depuis ce matin. Parce qu'il a peur qu'il y ait pénurie de lait demain. Je voudrais en terminer. Il a fait sa provision de lait à Dubou parce qu'il pense que les Syriens vont tout acheter. Donc, il y en aura pour lui. Mes enfants, à mes deux Lagatons, mes cousins à plaisanterie, il y a tous les Diola, il y a tous les Peuls. À vous tous qui êtes venus partager le fili, je souhaite une bonne Tamkharit et une excellente fille. S'il vous plaît, vous restez, c'est pas terminé. Pardon, voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour cette magnifique et belle leçon inaugurale prononcée par
l'éminent professeur et critique littéraire Abdoulaye Racine Senghor, félicitations. Voilà, qui vient de faire un tour d'horizon de la littérature, non seulement africaine, au Sénégal, mais de la littérature mondiale. Merci, merci Abdoulaye. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous restez un petit moment. Juste, nous allons donner la parole. Nous allons donner la parole, s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas oublier, il y a le top 10 après.